Et puis ensuite, il avait écrit après sa maladie, en 1967, pendant sa convalescence, Rimini mio paese, ou la mia Rimini, enfin voilà, où là, il racontait aussi, il reprenait un certain nombre, en développant davantage un certain nombre de ses souvenirs. Parce qu'en fait, il y a eu une rupture de transmission mémorielle, puisque Rimini était sur la ligne gothique, donc a été bien bombardé par les Allemands, et pendant la guerre, donc durant 2 ans, il n'a pas pu y aller. Et quand il est revenu, évidemment, beaucoup de choses étaient bombardées, et puis donc il n'avait plus du tout la même approche des choses, les mêmes souvenirs que les gens qui étaient restés, qui avaient dû se cacher dans les grottes de l'arrière-pays. Donc il y avait quand même quelque chose qui s'était coupé. Et puis depuis 1939, il est à Rome, mais là il va renouer le fil de la transmission. Voilà, j'ai assez parlé. Alors, très bonne question, mais un peu difficile à expliquer. En fait, bon, la première chose, c'est parce que c'est un film que j'adore. Je pense que c'est un des meilleurs films de Fellini, bien qu'il soit difficile de décerner des numéros à ces films, tant ils sont nombreux et géniaux. Et c'est parce que c'est le 50e anniversaire aussi de sa sortie en salle. Et ça tombait aussi avec le 30e anniversaire, la commémoration de sa mort en 1973. Donc, tout ça nous a donné envie, dans la collection Les films de notre vie chez Grémez, de lui consacrer un ouvrage qui tente d'analyser profondément ce film comme la collection le permet. Je pense que le film revient sur ce qu'on pourrait appeler, puisqu'il s'est toujours interdit de faire de l'autobiographie, il s'en est toujours défendu, il a dit que non, il préférait raconter ses rêves, que tout était imaginaire. Mais enfin, dans la plupart de ses films, comme par exemple dans La Dolce Vita, évidemment dans 8 et demi, on voit bien qu'il met en scène sa vie, même si c'est déguisé. Alors là, il a trouvé un subterfuge avec Tonino Guerra, qui était un poète qui était de Romagne, et Fellini est aussi romagnol, de mettre en scène non pas sa propre vie, mais celle de son ami d'enfance qui s'appelait Tita. Et donc, en fait, c'est la vie de Tita qu'il va raconter dans Amarcord, dans une ville qui n'est pas nommée, c'est pas Rimini, mais en fait, elle a été reconstruite à Cinecittà et ailleurs d'ailleurs, dans d'autres studios, mais elle s'appelle Il Borgo, le bourg. Mais enfin, tout le monde comprend que c'est Rimini. Voilà, donc par cette pirouette, il a réussi, disons, à créer un film qui reste maintenant dans les mémoires comme le récit de sa vie, même si c'est pas réellement sa propre vie, mais à travers la vie de Tita, on voit en plus, c'est une, comment dire, puisqu'il est né en 1920, c'était aussi comment dire, un compte rendu imaginaire et poétique de ce qu'était le fascisme dans ces années-là. Question, puisque le film qui précédait, c'était Roma. Donc Roma, dans lequel il racontait, en fait, il y a 3 parties en gros dans Roma. Il y a son arrivée à Rome quand il était jeune. Et là, mais il n'y a pas mensonge, bien qu'ils disent qu'il a tout inventé. On le voit déambuler dans les bordels, arriver chez la
comment dire, celle qui lui louait la logeuse, il avait une chambre dans l'appartement. C'était pas encore le Airbnb, mais ça y ressemblait en quelque sorte. Enfin, c'est le Airbnb des années 20, 30, quoi, plutôt. Non, oui, des années 40, voilà. C'est des années troublées, puisqu'évidemment, il y a la guerre, il y a le fascisme, et il y a le fait que Fellini a quitté Rimini pour venir s'installer à Rome sans vraiment un travail, faisant croire à ses parents qu'il allait devenir avocat. Mais en fait, il n'a pas eu du tout l'intention de faire le métier d'avocat. Et le film suivant, ce sera bien sûr le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, bien que ce soit un film très dur aussi, c'est Casanova. Alors, Casanova, ce film, les gens attendaient beaucoup parce que ça paraissait sulfureux, la vie du séducteur italien, etc. Fellini l'a pris en grippe. Pour lui, Casanova, c'était la caricature du machiste italien. Voilà. Donc, et le pauvre Donald Sutherland n'a pas été épargné parce que tout le long du film, Fellini appelait le Casanova, le personnage, il appelait lo stronzo, qu'on pourrait traduire par le con, le connard, voilà. Pas un mot très gentil. Hein. Donc, quand il parlait de Sutherland, il disait mais dove è passato il stronzo? Parce que pour lui, Sutherland, qui raconte avoir beaucoup souffert sur ce tournage, et pas seulement pour les maquillages, c'était parce que justement Fellini avait pris en grippe le personnage de Casanova. C'est un film léger en apparence. Voilà. Parce que, évidemment, Casanova est un film noir, un film presque. On pourrait dire qu'on est à Venise, mais c'est une Venise cauchemardée par Fellini, justement avec une lagune en plastique, avec beaucoup de scènes qui sont dans l'obscurité, nel buio. Donc, c'est pas un film solaire. Or, Amarcord, si on le voit, c'est un film avec énormément de couleurs. Ça commence d'ailleurs, c'est le récit d'une année, c'est sur 4 saisons. Ça commence avec l'arrivée du printemps. Donc il y a les feux de joie du printemps. Après, il va y avoir l'été avec la plage, les déambulations, la visite chez l'oncle fou. Enfin, toutes ces saisons, et y compris évidemment malheureusement la mort de la mère donc de Tita. Mais ce n'est pas un film solaire. Ce n'est pas voilà parce que souvent. Moi qui ai écrit beaucoup de livres sur Fellini, chaque fois on me dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont tristes ces livres ?» Lui, Fellini, qui est si joyeux, pas du tout. Fellini est l'homme le plus mélancolique que je connaisse. En fait, à travers, même si parfois il y a de la caricature, une caricature jamais méchante, hein, toujours bienveillante, parce que ce qu'il aime voir chez les gens, c'est leur côté un peu monstrueux, mais monstrueux, non pas dans le sens de la laideur, mais dans le sens qui s'impose comme des personnages à part entière. Quand on voit tous les personnages qu'il a trouvés pour ses films, y compris les acteurs professionnels, et il y a chez lui une recherche justement à la fois de la vérité, mais aussi du fantastique. Et ce n'est jamais, évidemment, des films, voilà, c'est pas les films de Gérard Rouy. Il y a une mélancolie diffuse tout le long dans tous les films de Fellini. Tous.